Bonjour, c'est Anastasia qui vous parle, et oui, je suis de retour, et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la farniente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Vraie Vie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage, et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Quand on voyage, on a parfois tendance à se surestimer. Voyager, seul qui plus est, donne confiance en soi. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Mais parfois, juste parfois, il faut vraiment réfléchir avant de prendre une décision pour être sûr que ce soit la bonne. Juliette est une voyageuse, une vraie. Elle a visité l'Amérique du Sud, elle a baroudé seule en Asie, mais l'aventure qu'elle s'apprête à vous raconter, celle-ci, elle ne s'y attendait pas du tout. Si vous aimez les histoires d'aventures dingues qui finissent bien, je vous recommande l'écoute de l'épisode 2 avec Julie, vous ne serez pas déçus. Moi c'est Juliette, j'ai 24 ans, je travaille actuellement comme chargée de projet numérique et en parallèle j'ai fait un petit tour du monde il y a 1 an et demi juste avant le Covid. J'étudiais à Taïwan, c'était en fait la fin de mes études et donc je voulais vraiment, à ce moment-là, je veux vraiment profiter de la fin. Je sais que je vais devoir retourner en France prochainement et donc voilà, les Philippines, j'y pense depuis pas mal de temps et je me dis bon, pourquoi pas partir dans quelques jours aux Philippines pour un temps indéterminé et voir sur place un petit peu ce que je fais. Donc je prends un avion pour aller sur une des îles qui m'attirait pas mal. C'était à Palawan. Palawan qui est, du coup, super, qui est très touristique pour la partie, sud, mais la partie nord, elle l'est beaucoup moins parce qu'elle a été en zone, rouge, pendant super longtemps, au niveau du gouvernement français et moi donc dans l'aéroport, je scrolle un petit peu, je regarde un petit peu, ce que je peux faire sur Palawan parce qu'en fait, j'y suis dans quelques heures et j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et en fait, je vois une publication, de quelqu'un qui a été dans cette fameuse zone, nord de l'île et qui montre une photo et ça m'a l'air paradisiaque, ça a l'air trop beau et je me dis: «OK, je veux absolument aller là-bas». Là, du coup, j'oublie un petit peu toutes les autres destinations, tous les autres, topics que j'ai lus, sur le sud qui avaient l'air aussi magnifiques et je me dis: «Je veux absolument y aller». À partir de là, je commence à regarder un petit peu les forums, tous les descriptions et cetera. Mais je vois qu'il y a quand même des alertes, qui mettent que, du coup, c'était une zone rouge qui vient juste de repasser en zone orange par le gouvernement français. Ils mettent, piraterie des mers, attention, enlèvement de touristes, terrorisme et cetera. Donc bon, j'étais pas trop rassurée, je continue à me renseigner et je vois que qu'il y a quand même des témoignages de gens qui y ont été récemment parce que c'est repassé en zone orange. Donc je me dis: «Ça doit être faisable». Voilà, il y a toujours, beaucoup de sécurité et cetera. Il faut que je me renseigne bien, que je prenne contact avec des locaux. Donc je commence à envoyer des SMS, je trouve, en fait, des numéros de téléphone de locaux. Je commence à leur envoyer des messages sur WhatsApp et tout de suite, voilà, j'ai pas mal de contacts et ils me disent: «Ben, écoute, tu es la bienvenue, tu peux nous rejoindre, il y a pas de souci. Par contre, si tu viens toute seule, ça va être, extrêmement compliqué parce qu'en fait, il y a peu de moyens de transport pour arriver jusqu'à Balabac». C'était le nom de l'île qui était juste en dessous de Palawan. Il y a peu de moyens de transport et en fait, tu vas payer extrêmement cher si tu viens tout seul. Donc moi là, je me dis: «OK, comment je fais?» Donc j'arrivais, voilà, dans quelques heures et ce que je me dis, c'est que, du coup, je suis allée dans la partie, centrale de l'île qui est un peu plus de plus en plus connue aussi aux Philippines.
Et en fait, c'est un petit peu une zone entre 2, un peu touristique, mais quand même un petit peu plus calme. Et je me dis: «Bon, bah, là, il y aura quelques touristes et je vais essayer de trouver un partenaire voyage». Donc j'arrive, dans cet endroit, je commence à discuter avec plein de personnes et cetera. Je parle un peu de mon projet, mais ça fait quand même pas mal peur, aux différentes personnes parce que je leur dis quand même en toute transparence que c'était zone rouge il y a pas longtemps. Donc voilà, on en parle, bah, il y a beaucoup de gens qui me taquinent, mais peu de personnes sont prêts à venir. Et en fait, en marchant sur la plage, je tombe sur un groupe de 3 filles, 3 Françaises qui, voilà, qui viennent de faire, plusieurs mois de voyage. Ça fait 6 mois qu'elles voyagent et cetera. Je commence à leur expliquer un petit peu mon projet et en fait, une d'entre elles me dit: «Ah bah, c'est génial, les 2 autres, doivent rentrer en France et moi, bah, j'avais pas de projet donc écoute, enfin, ça a l'air super, je viens avec toi». Donc en fait, ça a commencé comme ça. Donc j'avais trouvé ma petite partenaire pour pour partir dans ce périple et à partir de là, ben, du coup, toute la soirée, on a commencé à regarder comment y aller, quel transport prendre, voilà, il y avait quand même pas mal de détails logistiques. Donc on prend les billets et le lendemain, nous voilà dans le bus local. Donc rien que ça, c'était une aventure. On avait 8 heures de bus local, mais vraiment j'ai pris beaucoup de bus et de cars dans ma vie parce que j'ai fait toute l'Amérique latine en car et enfin, il y avait aucun souci. Là, c'était vraiment à la bonne franquette. Voilà, les sièges, ils tenaient pas très bien, les vitres étaient un petit peu, bon, cassées ou ouvertes et voilà, mais bon, du coup, ouais, il allait aussi très lentement. On faisait des pauses vraiment toutes les 5 secondes. Voilà, mais ça faisait partie de l'expérience, donc on était toutes contentes. Bien sûr, on était les 2 seuls touristes dans ce car, donc il y avait tous les locaux qui venaient s'asseoir à côté de nous, qui venaient discuter avec nous. C'était honnêtement, c'était une super expérience enfin, les 8 heures sont passées super rapidement. Parce qu'en fait, on nous avait aussi proposé en parallèle de prendre un peu des navettes spécifiques pour arriver jusqu'à là-bas et en fait, on voulait pas, on s'était dit que, ben, tant qu'à vivre l'aventure, autant vraiment prendre le bus et puis on verra comment ça se passe. Donc on prend ce car, voilà, donc super journée, on discute avec plein de monde et cetera et on arrive dans le petit village. En fait, il y a très peu de départs pour arriver à cette île Balabac qui est en dessous de Palawan et donc on devait passer la nuit dans un tout petit village à côté du port pour prendre le bateau le lendemain. Pareil, c'était un village qui n'est pas du tout touristique parce que c'est pas du tout prévu pour ça. Et donc j'avais réussi à trouver un contact d'un local, dans ce village et je pense que c'était le seul hôtel que tu pouvais trouver, mais vraiment clairement le seul hôtel. On arrive, bon déjà, c'était un petit peu, particulier l'ambiance. On voit, 2 mecs sur un scooter, un avec une mitraillette, il me semble, sur le dos. Donc déjà, on n'était pas très rassurés. On se dit: «Bon». Bon après, c'est aussi un peu les moments où justement en voyage, tu connais pas bien l'endroit et cetera, donc tu sais pas trop où tu mets les pieds, donc bon, on était un peu en mode: «Bon, on va voir». Donc on décide d'aller dans cet hôtel, voilà pour, prendre un peu nos marques et bon, on arrive dans la chambre, pareil, c'était un petit peu, bon, un petit peu insalubre, il y avait quelques petits cafards et cetera, mais bon, voilà. On s'attendait pas à du grand luxe et puis ça faisait partie de l'aventure donc on en rigole, voilà, on se promène un petit peu dans le village mais pas trop quand même parce on était un petit peu, on savait pas trop à quoi s'attendre et le lendemain donc on se réveille et on demande à ce qu'on nous amène à ce fameux port pour, prendre le bateau, jusqu'à Balabac et en fait, en arrivant sur le port, déjà on arrive, on s'attendait pas du tout à ça. En fait, c'était pas un port, c'était, je saurais pas trop comment te le décrire, mais ça ressemblait plus à un bidonville. C'était vraiment un petit ponton qui avait été construit avec des planches et en fait, là-bas, plus personne ne parlait du tout anglais ou quoi que ce soit et donc on nous dit: «Bah, le bateau passe une fois par jour, mais on ne sait pas quand. Donc attendez». Donc nous, on était arrivés à 7 heures du matin, on s'est dit: «OK, bon, bah, on va attendre, toute la journée là, dans ce petit endroit» et là, on a rencontré en fait, il y avait un seul, garçon qui parlait en fait, un tout petit peu d'anglais, adorable et en fait, il a commencé à nous dire: «Ah mais venez», il nous a fait rencontrer tout son village, il nous a amenés dans sa famille. Sa mère faisait des bananes plantains donc il commence à nous amener avec eux, on commençait à essayer de parler par gestes et cetera mais c'était vraiment un super souvenir où du coup, voilà, on a passé, bien, la moitié de la journée avec eux et en fait, on les adorait, ils nous faisaient visiter on connaissait tout le village et donc voilà et le bateau arrive finalement
Donc là, voilà, c'était donc on a déjà fait 7-8 heures de bus et le bateau, c'était 5 heures en plus. On arrive finalement sur l'île de Balavac. Donc là, j'avais pareil pris contact avec les locaux. On avait réservé une excursion en bateau parce qu'il y a beaucoup d'îles paradisiaques juste autour de Balavac et c'était vraiment ça que je m'étais dit: «Waouh, ça a l'air super, je veux absolument les voir». Premier jour, ça se passe super bien, voilà, le guide était super, le bateau était super, tout vraiment super. Et le lendemain, du coup, on repart, toute confiante, pour, voir enfin, c'est ce qu'on nous décrivait comme la plus belle île, des Philippines. Au point où un membre du gouvernement qui l'a rachetée, et qui fait payer 30 $ l'entrée sur l'île, donc ce qui est énorme pour les Philippines. Donc bon, on s'était dit: «Tant qu'à avoir fait tout ce trajet, on va le faire», mais bon, déjà, on était un petit peu voilà, on hésitait un petit peu, on s'est posé quelques questions et puis finalement, bon, on s'est dit: «Vas-y, tant qu'à avoir fait tout ce chemin, OK, on y va». Donc le matin, on fait un banc de sable, paradisiaque, avec des étoiles de mer et cetera. Honnêtement, c'était vraiment les plus belles îles que j'ai vues de ma vie. Pourtant, j'en ai fait vraiment enfin pas mal du coup. Mais là, j'avais l'impression d'être dans une publicité, quoi. Enfin, il y avait personne au monde, j'avais l'impression d'être Robinson Crusoe sur une île perdue, à l'autre bout du monde. C'était magnifique. Enfin, je pense qu'encore aujourd'hui, ça fait partie des plus belles îles que j'ai vues de ma vie et voilà, c'était formidable. Et donc on se dirige, l'après-midi vers cette, fameuse île à 30 $ l'entrée. Et en fait, il faut t'imaginer, on était sur un bateau un peu fait maison, c'était vraiment il l'avait construit, donc en petite planche de bois et cetera, à la bonne franquette. Et donc on se tenait, sur le bateau et en fait là, pour te décrire un petit peu la situation, à ce moment-là, il commence à avoir quelques vagues et moi je me tenais sur le côté et là, une vague fait que je me coince le doigt, enfin une planche, coince sur mon doigt pendant 30 secondes. Ça a duré 30 secondes, mais j'ai eu l'impression que ça durait vraiment super longtemps. Je le retire et là, la peau toute collée. Bon bref, j'avais un petit peu les larmes aux yeux et en fait, je m'en souviens encore de cette image, mais d'un coup, en plus, les nuages qui arrivent sur le soleil, donc en plus, moment petit un peu sombre et cetera. Et donc là, moi, j'étais avec mon petit doigt, un peu en train de pleurer, et la pote qui m'avait accompagnée, du coup, qui était en mode: «Montre-moi, montre-moi». «Ah non, non, en fait, je veux pas voir, j'ai j'ai peur, de voir que tu te sois coupé le doigt» et cetera. Bon, moi, du coup, voilà, je me tenais la main, j'osais plus me tenir nulle part, je me retenais de pleurer et cetera. Et pile à ce moment-là, dans ma tête, tout s'est enchaîné. Il commence à avoir de plus en plus de grosses vagues, que voilà, on commence à balloter de plus en plus et le chef du bateau qui était voilà, qui était relativement très, très tranquille, là commence à dire: «Accrochez-vous bien, accrochez-vous bien». Donc on commence à essayer de s'accrocher. Moi, faut m'imaginer avec une main, parce que j'osais plus tenir avec l'autre, donc j'étais avec une main en train d'essayer de m'accrocher tant bien que mal et là, les vagues commencent à s'éclater dans le bateau. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, elle rentre dans le bateau. Les tongs de ma pote partent au large, la serviette qui part au large, les tongs qui partent au large. Et là, on commence un peu à paniquer. On se dit: «Bon, OK», nous, on n'avait pas plus prévenu nos parents qu'on allait sur cette île de Balavac parce que comme c'était encore un petit peu tendu la situation, voilà, on avait prévenu nos frères et sœurs, mais pas trop de monde. Donc on se dit: «OK, on est, au large, à 2 heures de l'île principale qui est elle-même à 5 heures de l'autre île». On a signé sur un registre policier, on avait dû signer qu'on était bien là, mais sinon il y a personne qui sait qu'on est là. Et là, nos affaires commencent à partir au large et en plus de ça, on n'avait pas de gilet de sauvetage. Donc là, on commence à paniquer. On se regarde, voilà, le ciel, parce qu'imagine toujours tout noir. Une seconde vague qui rentre dans le bateau et là, le capitaine qui commence à dire: «Poussez vos pieds, poussez vos pieds». Donc on lève les pieds en l'air et là, il ouvre la soute, il prend un petit seau et là, c'était Titanic, c'est-à-dire qu'il prend son petit seau et il sort l'eau de la cale. Il y avait, ouais, faut t'imaginer, je pense il y avait bien, 20 centimètres d'eau dans la cale. Enfin, j'aurais du mal à dire, mais 15-20 centimètres qui était en fait, dans le dessous du bateau et donc lui, il essayait d'absorber cette eau et de la jeter par-dessus bord. Donc là, on se regarde, effarés, on se dit: «Bah, ça y est, on est sur Titanic, qu'est-ce qui se passe?» Sachant que les vagues, elles continuaient en plus à se creuser. Enfin, pourtant je suis bretonne, donc en vrai, je suis habituée aux grosses vagues, mais là, c'était vraiment impressionnant. Donc il continue et là, d'un coup, le moteur fait
pof, 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 fumée qui sort du moteur et le bateau s'arrête. Et là, alors là, on se regarde, il y en avait un qui était en train de jeter toute l'eau par-dessus bord, l'autre qui était tout paniqué, qui essayait de réparer le moteur et les vagues qui continuaient et là, vraiment, ça m'est jamais arrivé, mais là, vraiment, j'ai regardé le ciel et je me suis dit: «Mais s'il y a quelqu'un qui m'entend, on va mourir». Et donc là, en fait, il s'est passé un gros moment où tout le monde se regardait, on était tous paniqués et le capitaine de bord a commencé à sortir une sorte de tronc, enfin voilà et une pagaie et en fait, ils ont tous les 2 essayé de ramer pour, tourner le bateau dans l'autre sens. Ça a bien duré quelques minutes, ils finissent par réussir à tourner le bateau dans le sens des vagues, ce qui fait qu'en fait, faute de se prendre les vagues, sur le bateau, les vagues poussaient un petit peu le bateau, vers le large. Donc je pense que pendant 30 bonnes minutes, on a dû être à la dérive, sans trop savoir où on allait, même eux, on voyait un peu sur leur visage qu'ils étaient tout paniqués et finalement, on arrive, sur une île. En dérivant, en fait, on finit par, voilà, arriver, embarquer sur une île. Là, ils nous disent le nom de l'île, c'est l'île, aux crocodiles. En fait, le matin même, on en rigolait avec eux. Ils nous disaient: «Surtout n'allez jamais sur cette île, il y a énormément de crocodiles et il y a beaucoup de villageois qui sont morts, d'attaques de crocodiles sur cette île-là, c'est vraiment très risqué, tous les journaux locaux en parlent». Donc voilà, on venait d'échouer sur cette fameuse île. Une deuxième fois, on n'était pas très rassurés. Ils nous disent surtout: «Bougez pas, sortez pas du bateau, nous on va essayer de réparer le moteur». Donc faut m'imaginer que j'étais toujours en plus avec ma main, du coup, à moitié, toute gonflée, toute rouge, ça allait pas trop. Commence à bricoler le moteur et cetera et finalement, voilà et ils ont réussi à le réparer, à bricoler et cetera et en fait, une fois que c'était réparé, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit: «Eh écoutez, on va pas vous cacher que là, on a eu quand même très peur. On a eu très, très peur pour vous». Finalement, donc tout s'est bien passé. On a pu retourner, on est retourné d'urgence sur l'île principale à Balabac. Enfin, on en a parlé un peu avec, tous les locaux et cetera qui étaient là-bas et enfin même eux nous ont dit honnêtement si les capitaines qui sont vraiment très, très calmes et qui n'ont pas trop peur d'habitude, là, ont paniqué, c'est que oui, vous étiez dans une belle galère quand même, vous n'êtes pas passé loin d'une petite catastrophe. Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage, qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!